professeur d'anglais à l'université Lyon 1, docteur en études américaines, parle couramment 6 langues, 10 ans à l'étranger, développeur d'applications informatiques, ex-dirigeant d'une start-up, passionné d'internet et des nouvelles technologies, père de 3 enfants. On n'a pas rendez-vous avec un extraterrestre aujourd'hui, mais avec Jean Ducreux. Alors Jean Ducreux, tout ce que je viens de dire donc, te laisse quand même le temps d'écrire. Comment ça t'est venu cette écriture? Puisque tu présentes donc aujourd'hui, donc on est à la librairie du lycée à Feurs, et tu nous présentes ton dernier ouvrage. Comment t'est venue donc cette passion de l'écriture qui était venue un peu tardivement? À vrai dire, historiquement, c'est dans les années 80 que j'ai commencé à écrire, mais pour le cinéma. Donc j'ai écrit plusieurs scénarios de films, de longs métrages et des courts métrages. Seuls les courts métrages ont été faits. C'est-à-dire que pour réunir le budget d'un long métrage, c'est affreusement compliqué. Et par conséquent, j'ai eu 4 contrats. J'étais rémunéré pour écrire, mais j'ai jamais eu, en fait, l'immense plaisir de voir mon nom à l'affiche d'un film. Le dernier, par exemple, qui est... non, ça date maintenant de 2009. J'ai été payé la première partie, et puis la deuxième partie se fait toujours attendre, parce que le pécule entier est donné à l'engagement du premier assistant réalisateur. On appelle ça le premier tour de manivelle. Et ça, je n'ai jamais eu le plaisir de connaître cette étape. Dans le même temps, je ne me sentais pas capable du tout d'écrire des romans. Je pensais que j'étais incapable d'aligner autant de mots les uns à la suite des autres. Or, aujourd'hui, je me retrouve avec un bouquin qui était petit, à 220 pages, et j'ai eu beaucoup de mal à boucler en 400, c'est-à-dire que j'ai dû me résumer pour ne pas dépasser les 400 pages dans le second. Donc, vraiment, je prends plaisir à écrire des romans. Ce qui n'existait pas à l'époque, dans les années 80, que j'aurais peut-être tenté, eh bien, c'était de tenter l'auto-édition, c'est-à-dire de mettre le livre sur le marché, sur Internet. Autrefois, on parlait de compte d'auteur, c'est-à-dire qu'il fallait financer 500 exemplaires pour avoir un prix correct, et puis après, il fallait s'occuper de le distribuer. Hein. Un type comme Proust a été édité à compte d'auteur, c'est-à-dire qu'il s'est financé soi-même. C'est quand même assez aberrant, quoi. Donc aujourd'hui, on peut tirer 10 exemplaires de son bouquin, puis dire, ma foi, on le met sur Amazon, ou sur d'autres supports, hein, sur BOD, pour le premier, par exemple. Et puis, bon, si ça marche, ben, c'est très bien. Or, pour moi, ça a très très bien marché pour le premier tome, puisque j'en ai fait des centaines de pièces, des centaines d'exemplaires, et que le deuxième semble suivre le même chemin, c'est-à-dire ce sont les mêmes chiffres. Et puis, il a l'immense avantage de me relancer les ventes du premier, donc c'est génial. On voit sur ces 2 ouvrages, en fait, il y a la terre forésienne est omniprésente, oui. Même si elle est vue quelquefois avec des choses dont on n'a pas l'habitude de voir, en fait, une explosion, des explosions en cascade à Sauvin. Moi, je connais la cascade de Chorsa, mais je n'ai jamais vu d'explosion à Sauvin. En plus, c'est une explosion qui est déclenchée par un mirage. Donc c'est un avion qui balance un missile sur une chasserie de Sauvin pour en exterminer tous les terroristes qui s'y trouvent. Et comme les terroristes sont dans un champ, sont retranchés derrière de multiples défenses, eh bien tout explose. Et c'est Sauvin. Alors, pourquoi justement ces énigmes qui font qu'on va d'une explosion à un attentat au marché de Feurs, à des voitures incendiées à Nervieux, enfin des choses qui sont quand même assez inhabituelles dans le forêt? Comment ça devient en fait je veux dire que par rapport au premier qui était assez doux, assez délicat, là on fait dans le sensationnel pour ce deuxième tome, et ça semble convenir aux gens qui rient beaucoup effectivement de... Bon, on a des morts évidemment. Mais bon, introduire l'exceptionnel dans la vie quotidienne des gens, ça c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. C'est-à-dire que pour le premier, qui commence à Saint-Symphorien-sur-Coise, le libraire là-haut m'adore puisqu'il a déjà vendu 47 pièces de ce bouquin, mais m'explique que les gens viennent vers lui et disent c'est incroyable, quand j'arrive à tel carrefour, je m'attends à voir un criminel. Donc c'est l'irruption du sensationnel, du criminel dans leur vie quotidienne. Et pour le tome 2, eh bien, on se balade un petit peu partout dans la plaine du Forêt, et ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que
est-ce que je vais rencontrer le géant sadique juste devant le garage Toyota de la route de Bouin-sur-Lignon, quoi. C'est tous des lieux que tu connais parfaitement bien? Ah bah oui, je connais bien, oui, parce que bon, je suis né à Montbrison, j'ai passé les 2 premières années de ma vie à Poncin avec mes parents chez ma grand-mère, où se déroule en fait le premier épisode, sans révéler quoi que ce soit. Ensuite, j'ai vécu à Feurs, et bon, le hasard a voulu qu'à mon âge, ben, il n'y avait pas de collège et de lycée à Feurs, et donc j'ai dû aller à Roanne, puis ensuite j'ai eu mon bac à Montbrison. Donc on avance dans ces intrigues de manière très très rapide, puisqu'on alterne 4 points de vue, auxquels, dans chacun des 2 tomes, on ajoute celui du criminel en chef, on va dire. Et donc c'est un petit peu comme la série du Trône de Fer, Game of Thrones, qu'adorent les gens aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est assez cinématographique, on saute d'un point de vue à un autre, et on avance très très vite dans l'intrigue. Donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est entrer dans la psychologie des personnages. Et ça leur donne, je pense que indépendamment du côté sensationnel, avec des personnages quand même très caricaturaux, eh bien ce qui donne envie au lecteur de poursuivre sa lecture, c'est justement cette introspection, cette entrée dans l'esprit du personnage, des personnages qui sont faillibles, ce ne sont pas des personnages parfaits, loin de là, et j'ai beaucoup de plaisir à développer la psychologie des personnages. Je n'écris jamais avant d'avoir mon intrigue complètement structurée. C'est-à-dire que je ne vais pas écrire la moindre phrase avant de savoir très précisément où je vais. Donc en même temps j'ai besoin d'être surpris au fur et à mesure de l'écriture, et c'est vraiment la psychologie des personnages qui me donne ces surprises et un nouveau plaisir. Comment tu travailles en fait? Tu travailles ouvrage après ouvrage? Tu as plusieurs chantiers, j'allais dire, en cours en même temps? Alors, tu prends des notes? Tu travailles le matin, le soir? Comment ça se passe? Alors je prends beaucoup de notes d'abord mentalement. Si l'idée est bonne, elle me reste en tête. Je ne vais pas être celui qui noircit des carnets. Seules les bonnes idées restent. Et donc il faut balancer tout le reste, quoi, en fait. Là, je suis en train de bosser, j'ai déjà 70 pages d'un 3e roman, qui n'est pas du tout dans la lignée de cela, c'est un ton complètement différent, moins rabelaisien, hein, moins humoristique. C'est une aventure mystérieuse qui s'appelle, mon titre de travail est Pharaon 1923, dont on va se trouver en Égypte, évidemment, en 1923, et c'est une intrigue complètement différente, racontée à la première personne. Donc on ne va pas avoir ces mêmes points de vue qui s'entrecroisent et qui permettent... Donc on va avancer moins vite, en prenant plus son temps. Voilà. Et puis derrière il y aura le tome 3 qui sortira en novembre 19. Et là, j'ai déjà l'intrigue, c'est-à-dire que je sais où je démarre. D'ailleurs, je vais faire un cadeau de Noël à mes lecteurs sur ma page Facebook. Je vais leur donner la première phrase du tome 3. Parce que j'ai des gens, j'ai des fans. Une fois, on m'est arrivé, c'est un truc hallucinant, il y a quelqu'un qui a demandé à faire un selfie avec moi. Je ne m'attendais pas du tout à une chose comme ça. Donc, pour faire plaisir à mes lecteurs, la première phrase du tome 3, le jour de Noël 2018. Et puis pour l'instant, c'est tous les projets que j'ai. Mais j'utilise beaucoup, celui-ci est très documenté sur les immigrants dans la plaine du Forêt, sur les émeutes dans les banlieues, dans les vallées du Gier et de Londaine, voire l'Est lyonnais. Et je prends énormément de notes, toujours électroniques, avec Google Keep, c'est-à-dire c'est une prise de notes. Et je vais complémenter si j'ai de bonnes idées de dialogue qui vont me faire avancer tout en étant un petit peu coloré. Je vais les prendre des notes toujours sur mon téléphone, sur ma tablette ou sur mon ordi, quoi. C'est-à-dire que je travaille très peu avec papier. Techniquement, ça se passe comment? Une écriture de genre? Techniquement, en fait, j'écris dans le désordre. C'est-à-dire que je n'écris pas de manière linéaire du prologue jusqu'à l'épilogue, pas du tout. Généralement, l'épilogue est prêt très tôt, c'est-à-dire qu'à un tiers du roman, j'ai déjà mon épilogue entièrement composé, 8 à 10 pages d'épilogue. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater, quand j'écrivais des scénarios, que à la fin de l'effort, quand on arrive à la fin, on est nettement moins bon dans l'écriture.
Et par conséquent, moi j'ai besoin que mes épilogues soient forts et que mes fins soient fortes. Et donc, je vais écrire le milieu probablement en tout dernier. Notamment, par exemple, dans le tome 2, j'ai des scènes d'action, je les ai écrites à la fin. Et alors qu'elles interviennent il y a 60 pages entre 60 et 80%. Donc tout est désordonné. À l'intérieur de ce tome 2, j'ai un personnage qui part en Afrique pour enquêter. Et si vous voulez, son récit est saupoudré, chapitre après chapitre, donc sur 6 ou 8 occurrences. Mais moi, je l'ai écrit dans la continuité, ça. Et donc après, je vais prendre mes blocs. Il faut évidemment que les blocs soient suffisamment indépendants les uns des autres pour pouvoir faire ça, mais évidemment se posent des problèmes de déroulement dramatique à l'intérieur de l'intrigue, c'est-à-dire qu'il faut bien quand même qu'on apprenne des choses et que ça fasse avancer sur un autre point. Donc on voit là, on rencontre un écrivain heureux, oui. Très heureux. Alors très heureux déjà de côtoyer sa terre forésienne, de revenir sur ses terres forésiennes, de côtoyer ses fans aussi, ça c'est super important quelque part. C'est génial. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand j'écrivais un scénario, j'avais 10 lecteurs dans les maisons de production et j'étais apprécié pour qu'on me signe des contrats. Mais 10 lecteurs, voire 15 peut-être, jamais 20. Et puis là, des centaines de lecteurs avec des retours, mais c'est génial, quoi. Alors, est-ce que tu aurais un souhait ou un rêve, par l'intermédiaire justement de ces ouvrages qui marchent fort bien, est-ce que ça peut quelque part faire rejaillir peut-être les scénarios qui sont encore à l'état et faire tourner le premier tour de manivelle? C'est pas impossible. Ce serait une très belle perspective, c'est-à-dire que j'estime avoir 6 à 8 scénarios qui sont de belle facture, avec de belles intrigues. Alors, tous ne peuvent pas être mis en roman, mais c'est vrai qu'il est possible, par exemple, qu'un producteur découvre mes romans et me demande de voir ensuite mes scénarios. Ce serait génial. C'est grâce à TV Montbrison que ça va peut-être arriver. C'est tout ce qu'on te souhaite en tous les cas. Et merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup, Richard.